Je suis Jean Le Canuet. J'ai 45 ans. C'est l'âge des responsables des grandes nations modernes. En 1965, il s'imagine bien volontiers le Kennedy français. Le centriste Jean Le Canuet se présente comme un Européen convaincu et lors de cette première consultation au suffrage universel, il veut casser le système bipolaire. La seule solution, c'est de partir. C'est de quitter les partis, de sortir des classifications, de poser les objectifs, modernisation, Europe, formation politique nouvelle, et de laisser venir dans cette direction tous les Français, d'où qu'ils viennent. Il arrive troisième et n'appelle pas à voter De Gaulle au second tour. 4 ans plus tard, un centriste devient président, mais cette fois par intérim. Après le départ du général De Gaulle, Alain Poher passe de la présidence du Sénat à l'Élysée. Pour y rester, il fait campagne contre Georges Pompidou. Mais qui a fait voter tout ça? Le même qui veut tout changer, quand même. C'est abusif. Je ne suis pas un candidat centriste, je suis un centriste candidat. Ce n'est pas la même chose. Et ce que je souhaite, puisque vous m'obligez à le dire, c'est un grand rassemblement démocratique d'hommes de bonne foi, sincères. Monsieur Poher. Poher est battu, le centrisme n'est pas mort. La France souhaite être gouvernée au centre. Un événement va alors tout accélérer. Le président de la République est mort. Georges Pompidou est mort. Je n'ose pas vous dire que je vous souhaite une très bonne nuit. En 1974, le centre se fédère avec la droite libérale. Et parce que l'UDR gaulliste part divisé, Giscard tend la main à toutes les familles. Centrisme rime avec pragmatisme. Je m'adresse à vous tous, électeurs UDR, républicains indépendants, centristes, réformateurs. Valéry Giscard d'Estaing l'emporte sur François Mitterrand avec 400 000 voix d'avance. Longtemps, il a cru lui aussi en son destin élyséen. Mais en 1988, tous les centristes ne se rangent pas derrière Raymond Barre et son projet politique. Vous connaissez ces alarmistes, vous connaissez ces Cassandres qui disent que la France est un pays en déclin, que la France est un pays paresseux. Il existe un juste milieu entre le socialisme dogmatique et le libéralisme échevelé. Cette voie que je souhaite incarner, c'est celle de l'effort, du bon sens, de la constance. Pour la gauche, le centre a toujours travaillé pour la droite. Pour la droite, c'est un allié qui fait parfois le jeu de la gauche. Malgré le message brouillé, le centre se présente toujours comme un vrai recours. Voilà, on le voit, ça marche pas à tous les coups. Il y a eu Valéry Giscard d'Estaing. Ça marche pas à tous les coups, mais les gens qui portaient ces combats sont des gens non seulement honorables, mais qui ont été importants et positifs pour la politique française. Alors, il y en a d'autres, parce que vous citiez tout à l'heure Mendès France et Jacques Delors. Au fond, tout ça, c'est la même grande famille qui s'est pas réunie, et c'est pourquoi elle n'a pas gouverné. Je suis persuadé qu'elle va le faire. Alors, François Bayrou, il y a beaucoup de questions, c'est normal, donc on va essayer de faire un jeu de questions et réponses assez courtes pour effectivement répondre au maximum d'interrogations. D'abord, on continue webcam, première question. Ma question s'adresse à François Bayrou. Je voudrais savoir s'il est prêt à rejoindre Nicolas Sarkozy en cas de victoire de ce dernier, qui prône donc l'ouverture, ou alors se retournera-t-il de tout son poids, enfin, poids électoral bien sûr, pour faire gagner Ségolène Royal et la gauche. Voilà, merci. Là, il y en a beaucoup, c'est pas des questions de journalistes, il y en a beaucoup qui posent cette question. Hein. Si j'accepte la question du deuxième tour, à l'instant même, la proposition politique qui est la mienne disparaît. Si j'acceptais de dire, oui, en effet, voilà les deux hypothèses devant lesquelles on va se trouver, à ce moment-là, d'un seul coup, dans l'esprit de tout le monde, ça veut dire qu'au fond, François Bayrou renonce et qu'il valide le fait qu'il n'y ait plus que Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Je ne le ferai jamais. Je suis persuadé que l'un et l'autre, à leur manière, inquiètent les Français. L'un et l'autre ne correspondent pas à l'attente que le peuple des citoyens ressent aujourd'hui. Et je suis persuadé que ces citoyens, femmes et hommes français, ils attendent une solution politique qui leur permettra d'échapper à ce choix. Non pas de se retrouver dans ce choix, mais d'échapper à ce choix.
Et moi aussi, j'attends cette solution. Alors, question totalement différente, Violette. Je voulais vous faire part de mon expérience personnelle concernant l'accompagnement de mon compagnon de vie jusqu'à sa fin en novembre dernier. Cette personne, depuis 2 ans et demi, était atteinte de sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot. Ça a été un calvaire. Je voulais donc savoir, M. Bayrou, afin d'éviter une agonie telle pour un être humain, quelle était votre position par rapport au droit à mourir dans la dignité, soit une personne qui demande pour elle-même ou quelqu'un qui demande pour sa famille. Ouais. C'est une question extrêmement lourde, évidemment. Je suis pour qu'on ne laisse pas souffrir les gens. Et je suis pour qu'on ne prolonge pas inutilement leur vie. Lorsqu'on est au bout du bout, l'acharnement thérapeutique est quelque chose de trop lourd. Et je suis pour que cette décision soit prise par les médecins dans le cadre du rapport intime qu'ils ont avec le malade et sa famille. On se souvient de l'affaire Imbert, il faut aller plus loin que ce qui a été voté jusqu'à présent par le Parlement, oui. Qui ne donne pas satisfaction à Mme Imbert, qui ne règle pas des problèmes que celui de son fils. Bon, la plupart des problèmes, des médecins me disent que le problème est que dans un certain nombre de cas, la souffrance est encore là. Elle ne doit pas être là. Alors, on change de sujet. Sofiane, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes conducteur de bus, RATP, à Paris. Et allez-y. Alors, bonsoir Monsieur Bayrou. Bonsoir. Alors, voilà, je m'appelle Sofiane, j'ai 29 ans. Je suis conducteur de bus à la RATP depuis 6 ans. Et moi, j'aimerais vous interpeller sur 2 sujets. Alors, le premier, ça serait donc l'insécurité dans les transports en commun. Et ma question, ça serait, si vous êtes président en 2007, qu'est-ce que vous comptez faire pour combattre l'insécurité dans les transports en commun? Et ma deuxième question, ça serait, bien sûr, qui dit RATP dit régimes spéciaux. Et donc, j'aimerais avoir un petit peu votre avis. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous vivez comme conducteur de la RATP? Est-ce que vous avez été agressé? Est-ce que vous êtes dans un climat de violence? Avant que François Bayrou vous réponde. Moi, j'aimerais juste préciser que je roule sur une dizaine de lignes de jour et sur 2 lignes la nuit. Donc, alors dans l'ensemble, ça se passe relativement bien, mais malheureusement, il m'arrive de me faire insulter gratuitement, des insultes raciales. Je me suis fait déjà insulter de sale bougnoule, tout simplement. De fonctionnaires, je sais pas, je pense que quand on travaille à 2 heures... C'est une insulte aussi grave. Voilà, à 2 heures du matin, quand on travaille à 2 heures ou 3 heures du matin, je pense que un fonctionnaire, ça me paraît léger, 3 heures du matin. Et voilà, j'ai constaté en 6 ans, moi je suis rentré à la RATP en 2001, et j'ai constaté en 6 ans que le public a changé, en fait. Que plus on avance, plus ça s'aggrave. L'agressivité, vous voulez dire, c'est ça, les incivilités. Voilà, exactement. Alors, les incivilités. Je pense qu'il y a des lignes sur lesquelles, en effet, ce genre de tension se multiplie. Et je pense que quand on repère des lignes comme ça, il faut être capable d'accompagner le conducteur par une personne, sur une personne de surveillance ou de soutien. Et je pense que c'est précisément le genre de mission qui peut être remplie dans le cadre du service civique universel que je crois nécessaire de créer en France pour que ceux qui viennent de banlieue et ceux qui viennent des quartiers chics se rencontrent, qu'il y ait un brassage et que on puisse être dans une société où on donne et pas seulement où on reçoit. Et donc c'est typiquement le genre de surveillance ou d'appui et de soutien qu'ils pourront faire, ou bien des personnes qui sont actuellement sur le bord de la route et à qui on pourrait offrir ce genre de mission. Le service civique universel, il est obligatoire dans votre esprit. Oui. Si on veut, vous savez bien qu'il existe optionnellement, personne ne le fait. Si on veut que les enfants de milieux favorisés et les enfants de milieux moins favorisés et les enfants de milieux vraiment défavorisés puissent un jour se rencontrer pour partager quelque chose de très important, pour vivre ensemble quelques mois et se découvrir, alors il faut que ce soit pour tout le monde. Et le Parti socialiste qui a proposé